8h, 11h, prenons l'air avec Pascal Labois. Et on va attaquer notre deuxième heure avec Maxime Gledon qui sera avec moi dans un instant dans le studio comme depuis quelques semaines. Notre invité aujourd'hui c'est l'association ARFPAM. Jean-Sébastien France sera avec nous, association de recherche et de valorisation du patrimoine archéologique sous-marin de la Martinique. On a belles choses également à vous dire durant cette heure qui va suivre. Mais pour l'heure, si je vous dis que Max Rancé chante Michel Timon, eh bien la plus belle en bas la baille, c'est tout de suite sur Martinique la première. Bon week-end. Camarade moi Mano, rivé dans la fortune. Il travaille comme un diable, fait construire Kaili, met ses femmes en ménage. Camarade moins content, ni l'argent, ni l'amour. Mais madame en chalet, Mano qu'a négligé, monsieur dans les affaires. Yep. Madame t'es pas chienvé en telle situation. Tous les soirs qu'à mettre tes oreilles en tes jambes li pour lui prendre sommeil. Il cherchait un maco qu'a pas satisfaction. Et puis Mano parti, monsieur et puis madame couché dans grand lit. Ah. Mano mené à l'improviste, qu'on paye droit, visiter château là, il fait entrer dans le garage, et puis il dit comme ça, l'auto là, l'argent moi qui acheté, il a visité, potager à, salle à manger. Et puis toutes ces pièces-là, les yo arrivés dans grand chambre là, yo ouais ma couché. Et puis madame, Mano d'embraille, Mano papette sans foyer. Il dit Edouard, c'est moi-même qui l'a. Mano mené à l'improviste, qu'on paye droit, visiter château là, il fait entrer dans le garage, et puis il dit comme ça, l'auto là, l'argent moi qui acheté, il a visité le potager, ça l'a mangé. Et puis toutes ces pièces-là, les yo rivés dans grand chambre là, yo ouais ma couché. Et puis madame, Mano d'embraille, Mano papette sans foyer. Il dit Edouard, c'est moi qui l'a.
Allez, ne bougez pas, on revient dans un instant. Nous serons avec nos invités Maxime Glodon et l'association ARFPAM, Jean-Sébastien France, qui est déjà également dans nos studios. C'est une association de recherche et de valorisation du patrimoine archéologique sous-marin de la Martinique. Et il y a de belles choses à vous dire durant cette heure. À tout de suite. Martinique la première, c'est vous. Prenons l'air sur la première. Avec Maxime Glodon, comme Bonjour chaque Pascal. week-end. Comment ça va, Maxime ? Très bien. Je Bonjour vois, à tous les bonne auditeurs. mine, ça va. Il profite bien de l'air en ce moment. Tout à fait. Le temps est exceptionnel. Et je vais vous laisser le soin, à Maxime, de présenter également notre invité aujourd'hui. Oui, Jean-Sébastien France de l'association ARFPAM qui valorise le patrimoine archéologique sous-marin autour de la Martinique depuis plusieurs années déjà. On l'a connu surtout aux Journées du patrimoine au Fort Saint-Louis et à Saint-Pierre. C'est lui qui permet en fait au public d'avoir la chance d'avoir sous les yeux les vestiges qui resteraient dans les tiroirs de la direction de la culture sinon, quoi. D'accord, Voilà. on va en parler avec lui. Un petit rappel peut-être comment on s'est fait chaque semaine. Oui. Donc je rappelle que je suis là dans le cadre de l'association Résilience qui promeut donc la prévention en matière de risques majeurs et c'est pourquoi on a invité Jean-Sébastien. On va parler des risques qui sont liés à la mer en tant que vecteur. Et donc, on s'est connus avec Jean-Sébastien là où William Zebina m'a filmé, début décembre, dans sa rubrique Fondoc, c'est-à-dire au Cap Macré. À force d'aller sous l'eau à la chasse sous-marine, mais on voit des choses. On voit des choses intéressantes et j'avais fait un blog internet pour relater ce que j'ai pu voir sous l'eau et c'est grâce à ce blog que Jean-Sébastien m'a contacté puisque lui aussi plongeait sur le site et il y a au moins 2 épaves extrêmement intéressantes. Tu vas trop vite, Max. Voilà, je vais un peu vite, mais en tout cas c'est ce qui fait le lien entre nous et avec le sujet du jour. Donc je te passe la parole, Jean-Sébastien. Donc bonjour à toutes et à tous, merci de m'accueillir. C'est un plaisir, voilà. C'est un plaisir, Jean-Sébastien. Donc, alors, vous êtes le président de cette association, ARFPAM. Donc vous, j'ai envie de dire, votre boulot, c'est de plonger. Pas que plonger. Voilà. Bien évidemment, on est plongeur, mais notre rôle, c'est de valoriser ce patrimoine qui est resté longtemps méconnu en fait aux Antilles, en Martinique en particulier. Les fonds marins. Les fonds marins. Il faut savoir que depuis plus de 30 ans, il y a énormément d'objets qui ont été découverts par des amateurs, par des archéologues, par des touristes, qui ont été remontés et qui ont été déposés depuis plus de 30 ans à la direction des affaires culturelles. Pas toujours, on les retrouve dans certains jardins. C'est encore autre chose, ça. Voilà. On voit apparaître certaines choses dans les jardins. Mais il faut quand même expliquer aux auditeurs et aux gens qui ont pu trouver des choses sous l'eau intéressantes que... Il y a une loi. Voilà. Non, c'est pas tellement qu'il y a une loi, mais essayer d'avoir conscience que tous les Martiniquais doivent pouvoir en profiter de cette chose. Bien sûr. Qu'on la laisse dans un salon ou une exposition sur une pelouse dans un jardin, ça n'a pas vraiment d'intérêt. L'intérêt, c'est que tout le monde puisse connaître l'histoire de l'objet, l'histoire du bateau, etc. Bien sûr. Parce que chaque objet transporte une histoire intrinsèquement parlant, il a son histoire. Et donc, nous, notre rôle, c'est d'exposer, avec l'exposition Trésor de naufrage, alors pas forcément des barres d'or ni des pièces d'argent, d'accord, mais des objets de la vie quotidienne qu'on trouvait sur certains bateaux, à partir de 1650 jusqu'à 1902, on va dire. Et on raconte, par le biais de ces objets, une centaine d'objets, on raconte les histoires de 10 naufrages qui ont lieu autour de l'île de la Martinique. Alors, je viens de mettre également le lien, puisqu'on a retrouvé voilà, ça y est, on a retrouvé tous les codes, etc. Ouais. Donc, sur le Facebook de Prenons-l'air, vous pouvez aller voir, je viens juste de mettre le lien, justement, de votre site, déjà, d'une part, pour que les auditeurs puissent aller faire un petit tour et voir de quoi l'on parle aujourd'hui. Et alors, ces fonds marins, qu'est-ce qu'on y trouve précisément Alors, je vais prendre comme exemple ce qui a fait qu'on se rencontre, Max et moi. Tout commence en 1991, où je pars avec mon père et un ami à la chasse à la langouste sur les récifs du Cap Macré. Donc, c'est des récifs qui sont à peu près à 700-800 mètres du bord, sur la droite du Cap Macré.
Et on n'a pas trouvé que des langoustes, puisque en remontant tout d'un coup, après avoir raté la langouste, qui était pour moi sous un surplomb rocheux, Était plus rapide. elle était plus rapide que moi, sauf qu'en remontant, je me suis aperçu qu'il y avait des grandes lignes droites, et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait un canon, et que la langouste était sous le canon. Là, je dis, un canon, donc j'appelle mes compatriotes. Je dis, hé les gars, il y a un canon là-haut. Et puis, donc, du coup, on cherche plus les langoustes, mais d'autres canons, et on en trouve plusieurs. On trouve 7-8 canons qui sont comme ça, éparpillés au fond sur la caille, entre 2 mètres d'eau et 6 mètres de profondeur. Là, on était en apnée. On ne trouve pas que des canons, puisqu'on trouve une ancre immense posée sur le récif, dans 2 mètres d'eau. L'ancre, elle fait 4 mètres de long, il y a des pattes énormes, elle fait 2,50 m de largeur. Donc là, on est interloqué, et on voit diverses choses qui traînent au fond, dont un plomb de sonde, par exemple. Un plomb de sonde qui pèse 45 kg, qui est l'un des plus gros plombs de sonde qui a jamais été découvert, en fait. Alors c'est quoi pour nos auditeurs? Plomb de sonde, ça servait à sonder la mer. C'est-à-dire que là, c'est un plomb de sonde de grande profondeur, parce qu'il est très lourd. Donc, il se mettait à l'avant du bateau, à plusieurs. Il balançait ce plomb de sonde avec une corde attachée au plomb de sonde. C'est en plomb, hein. Il est en plomb. Hein. Donc, il tombait très droit. Et tous les mètres de la corde auquel le plomb de sonde était attaché, il y avait, on va dire 1 mètre, d'accord. Il y avait un nœud avec une petite marque, et ça permettait d'avoir la profondeur. Voilà, ce qu'il y avait en dessous du bateau, d'accord. Si ça remontait trop, il fallait se méfier, il fallait ouvrir l'œil, parce que peut-être qu'on se rapprochait des côtes, parce que les cartes n'étaient pas avec le GPS de maintenant. Si ça descendait encore, là on était à peu près tranquille, d'accord. Donc ça a apporté, c'est le premier sondeur, en fait, le premier sondeur de l'époque, 18e. C'est fou. Oui, mais Jean-Sébastien, pourquoi ce bateau s'est-il échoué là? Alors, il y a une sacrée histoire. En fait, c'est un bateau qui a naufragé en 1817, lors de l'ouragan de 1817. C'est un bateau qui avait été construit en 1808, sous Napoléon, qui a été construit en 1808 à Bayonne, et qui revenait en Martinique déposer des militaires créoles qui avaient participé certainement aux guerres napoléoniennes contre les Anglais et le reste presque du monde. Et en arrivant, en atterrissant vers l'île de la Martinique, on appelle ça comme ça, atterrir, il s'est fait prendre dans l'ouragan. Donc il a essayé de regagner la haute mer, en fait, parce que les bateaux, lors d'un ouragan, en fait, ils sont plus en sécurité en haute mer que dans un port ou près de la côte. Même aujourd'hui, en cas de tsunami, c'est le la même réflexe, chose, c'est de prendre la haute mer. Les bateaux militaires qui sont là, presque en face de nous, s'il y a un ouragan, ils vont sortir, ils vont aller s'abriter en pleine mer. Donc ce bateau est pris dans la tempête, il perd ses mâts, sauf le mât d'Artimon, le mât à l'avant. Suite à la violence de la tempête, les mâts tombent, etc. Donc ils essayent de manœuvrer tant bien que mal pour essayer de repartir vers la haute mer, et ils perdent le dernier mât. Donc à partir de ce moment-là, le bateau se met en travers, ce qu'on appelle se mettre en travers de la vague. Et là, c'est compliqué parce qu'ils prennent des paquets d'eau, donc les pompes manuelles sont actionnées. Il y avait des pompes pour chasser l'eau des cales. Ça suffit pas, puisqu'en plus le vent tourne sud-est, et là, elle ramène vers les côtes, vers les récifs du Cap Macrae. Une dernière opération pour éviter de se scratcher sur les récifs, le capitaine va balancer toutes les ancres qu'il a à l'avant, pour essayer de freiner cette dérive mortelle, d'accord ? Ça ne suffira pas, le bateau va se casser en 3 suite à la violence de l'ouragan. L'avant va tomber devant les ancres, en fait à peu près 200 mètres. Le centre du navire va se fracasser sur le récif, et l'arrière va passer le récif. Voilà. Et donc nous, on est tombé sur le centre du navire. On a découvert l'emplanture du grand mât au fond. Il faut voir, c'est pas évident. Les canons, les ancres, etc. Et on a aussi découvert, alors chose étonnante, on a découvert une cloche en bronze de 45 kilos, avec phrase en latin et une date. La phrase en latin, c'est Mater pietatis ora pro nobis, mère de piété, priez pour nous, avec une date de 1632. Donc je vous ai raconté que la caravane, ce bateau qui s'est naufragé, là, est daté de 1808, et on trouve une cloche de 1632. Une cloche, alors sur le coup, espagnole. D'origine certainement espagnole. Alors après, il y a eu des recherches qui ont été faites, parce que sur le jour même, on va dire, où ça s'est passé, on a déclaré ça aux affaires maritimes, nos trouvailles. Alors je suis co-inventeur, on appelle ça un inventeur. Quand on trouve un site archéologique sous-marin, on est inventeur. On est inventeur. Je suis co-inventeur parce que quelques mois auparavant, il y a Joël Costil et Jean-Claude Le Celin, qui étaient des plongeurs, qui avaient repéré 1 ou 2 canons et une plaque de doublage en cuivre. Donc je suis co-inventeur.
Mais nous, on a été plus loin, puisqu'après nos découvertes, on est parti là-bas en bouteille, en plongée. Et c'est là où on a découvert cette cloche. Et on a fait ce qu'il faut absolument pas faire. Donc je vous rappelle, on est en 1991, il y a la loi de 89 qui vient de sortir, qui protège les biens archéologiques sous-marins, dans un rayon de 22 km, qui appartiennent à l'État en fait. Et on fait absolument ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, voilà, on récupère la cloche. Voilà, on remonte la cloche, qui pèse 45 kg. Donc à l'époque, on plongeait avec des gilets de sauvetage, enfin on appelle ça des fenzi, avec une petite bouteille qui était sur notre ventre, qu'on gonflait en cas d'urgence. Donc là, on enlève nos fenzi, tous les trois. On accroche les sangles de nos fenzi à la cloche. Et simultanément, on a ouvert nos bouteilles de fenzi. Et là, la cloche, elle a décollé vers la surface, avec tout le sable corallien qui tombait autour. Et ça restera un souvenir magique dans ma vie. Et qui est devenu alors cette cloche ? Alors cette cloche ensuite a été transférée à la direction des affaires culturelles de Martinique. Et elle est restée là pendant très longtemps. Hein. Donc là, on est en 91. Moi, je repars en métropole. Je suis revenu en 2014. Et en 2014, pas de traces de cloche, pas de traces de pistolet. Bon, je dis qu'est-ce qui se passe ? Il se passe rien en fait pour l'archéologie. Voilà. Rien du tout. Donc je me renseigne. Je sais que c'est à la direction des affaires culturelles. Je vais à la direction des affaires culturelles. On discute, on papote. Et c'est là qu'est venue l'idée de dire mais c'est pas possible. Il faut que ces objets qui appartiennent à l'île de la Martinique, qui font partie de l'histoire complète de l'île de la Martinique, soient vus par un maximum de gens. Et c'est là que naît l'idée de l'ARFPAM, cette association de recherche et de valorisation, c'est le mot le plus important, valorisation, pour qu'on sorte ces objets, comme disait Max, des boîtes dans lesquelles ils sont, dans des racks, en fait, hein, parce qu'il y a des tonnes d'objets. Justement, Jean-Sébastien, tu disais que tu n'es pas seulement plongeur. Pour cette épave de la Caravane, on a retrouvé le nom du bateau grâce à une recherche dans les archives. Et on a retrouvé les circonstances du naufrage dont il parle, le bateau brisé. J'allais poser la question, mais voilà, on a la réponse. Voilà. D'accord. C'est le groupe de recherche d'archéologie navale qui prend le relais en 92 et qui organise des fouilles sur notre site de naufrage et qui découvre donc que, en fait, le nom du bateau, c'est la Caravane, un bateau de 24 canons. Donc une flûte armée, une flûte de guerre. Bon, il faut comprendre qu'on sort de la défaite de Napoléon en 1815. Donc les bateaux étaient armés pour se défendre. On passe de nouveau à la monarchie. C'est le cas aujourd'hui de rendre hommage tout à fait. au roi. Et donc c'est une flûte royale, une flûte de charge qui transportait des objets, qui transportait de la cargaison et des passagers, mais qui était resté armé. Voilà, d'où les 24 canons. Et donc, ce groupe de recherche d'archéologie navale fait des fouilles en 92 et réussissent à trouver la trace d'un naufrage en 1817 d'un bateau qui s'appelle la Caravane. Et donc celui-là, bateau français. Et c'est le bateau qu'on a trouvé. Justement, Jean-Sébastien, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, la monarchie, Napoléon, qui on sait rétablit l'esclavage dans les îles, tout ça, ça nous touche particulièrement. Et comment dire, je tenais aujourd'hui à rappeler, bien sûr, qu'il y a notamment un site d'épave au diamant dont Jean-Sébastien va nous parler, qui illustre bien cet épisode fondamental, cet aspect fondamental des naufrages, comment dire, de l'oppression qui a existé pendant des siècles, du commerce triangulaire. Et vas-y. En fait, on en parlait juste un petit peu avant. Il y a deux choses à préciser. Peut-être que, premièrement, l'archéologie sous-marine, inconsciemment, dans la tête des Antillais, a été refoulée. À cause de ce phénomène de la traite négrière. Voilà, l'attrait pour la mer, globalement. L'attrait pour la mer. Voilà, donc c'est assez récent que les Antillais s'intéressent à la mer, en fait. Voilà. Donc, je disais à Jean-Sébastien que je ne connais que 2 moniteurs de plongée martiniquais. Donc c'est assez symptomatique en fait de ce qu'on dit, même si les choses ont évolué énormément dans les décennies qui viennent de passer. La mer s'est démocratisée, mais il y a quand même une défiance historique vis-à-vis de la mer. Oui, on peut ouvrir le standard par rapport à ça. Si vous voulez réagir, justement, 63 23 23, n'hésitez pas à composer ce numéro. Ce sera un plaisir d'échanger aussi ensemble et en direct. Alors, revenons sur ces fouilles, sur le diamant. Alors, parce que c'est effectivement les naufrages de navires négriers, c'est absolument horrible. Parce que la plupart des hommes esclaves sont enchaînés à fond de cale. Et femmes.
Alors les femmes, c'était... Oui, alors il y Oui. avait les femmes, mais Ouais. les femmes, en général, étaient plus libres, considérées, entre guillemets, moins dangereuses. D'accord, Donc d'accord. les hommes costauds, Ok. rebelles, etc., Ouais. étaient enchaînés à fond de cale. Ouais. Donc quand il y avait un naufrage, ces personnes étaient perdues. Mhm. Parce qu'il n'y a personne qui allait ouvrir les chaînes Voilà. des gens qui étaient à fond de cale. On se d'accord. souvient du film de Spielberg, la Amistad. Voilà. Ouais. Ouais. Mm. Et donc, ces naufrages sont particulièrement horribles. Et donc, le naufrage qui a eu lieu à l'Anse-Cafard, c'est un naufrage qui a eu lieu en 1830-31. En fait, c'est le dernier bateau qui a participé à la traite négrière. Pourtant, c'était interdit déjà, depuis le traité de Vienne de 1815, qui interdisait à la France de faire de la traite négrière. Mais il y en a qui ont continué à faire du commerce. Le décret a été modifié en 1827. Il y a encore eu du commerce, puisqu'on a donc ce naufrage. Et c'est à partir de 1831-1832 où le décret a été modifié et on a commencé à attaquer les armateurs. Ça me Donc, à rappelle partir une de ce histoire sur moment-là- le clair de Cône. Je voulais pas y venir pour mélanger, mais j'ai eu la même réflexion. Ça me rappelle aussi l'histoire. Ouais, effectivement. Et donc ce naufrage, c'est le dernier bateau négrier, entre guillemets, illicite, puisque c'était interdit normalement, Mhm. qui a naufragé à la Martinique. Et il y a eu plus de 80 morts quand même. Il y a eu, Là, vous avez fait des fouilles Non, aussi non, parce que non. c'est difficile à ce niveau-là. c'est il y a- très il y a justement. difficile. les La place, Montréal, des fours, ouais. la place des fours est compliquée, il y a beaucoup de courants. Ouais. Bon, là, c'est compliqué, la visibilité n'est pas forcément très bonne. Mhm. Mais il y a Jean Petit-Roger, je crois, qui, dans les années 80, c'est lui qui a découvert que c'était l'un des derniers bateaux négriers qui avait naufragé là, qui est des esclaves qui étaient destinés à l'habitation La Tournelle de l'époque, qui me semble être d'Isaac. Alors, je ne suis pas historien, je Ah répète, oui, je ne suis pas historien, oui. je ne suis pas archéologue, mais voilà, quelques amateur précisions. éclairé. Un amateur éclairé. Voilà. Ben, on a Georges, justement, qui est au standard. Je vais demander à Georges surtout de couper la radio, tout ce qui est retour. Voilà, restez bien au combiné téléphonique pour qu'on vous entende parfaitement. Est-ce que... Voilà, Georges... Georges, faut couper la radio, sinon ça sera impossible de vous passer à l'antenne parce qu'on va avoir un effet d'écho. Voilà. Apparemment, il y a toujours l'effet d'écho. Revenons donc sur cette. Donc, Voilà, ce sera donc pas y a pas- possible. voilà. Aujourd'hui, on peut dire que c'est pas possible d'aller à cet endroit. Si, on peut y aller. Après, il faut des moyens, il faut un peu d'argent, il faut des compétences. Alors, en Martinique, l'archéologue officiel de la Martinique, c'est monsieur Jean-Sébastien Guibert, qui est maître de conférence à l'Université des Antilles. S'il y a des fouilles à faire, c'est normalement lui qui gère tout ça. D'accord. D'ailleurs, il fait des fouilles dans la baie de Fort-de-France en ce moment, où c'est en cours. D'accord. Donc c'est vraiment lui le référent pour l'archéologie sous-marine. Après, nous, on vient en seconde lame, on va dire. Nous, on est le dernier maillon de la chaîne un peu. On valorise son travail, mais le travail de tout le monde. Et le nôtre aussi. Voilà. Pour que le grand public puisse connaître un petit peu toutes ces cet choses. aspect excessivement important de l'histoire. Et d'ailleurs, on va arriver, bien sûr, à l'évocation de la plus grande catastrophe du XXe siècle. Oui. Mais on va arriver à Saint-Pierre. Voilà, tout à fait. Mais on est là pour parler donc de prévention en matière de catastrophe. Voilà, le péril venant de la mer, mais la mer également est un moyen potentiel d'évacuation face au péril. Donc c'est à double tranchant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, les bateaux prennent la haute mer pour se protéger. Exactement. Voilà. Et rester en mer est l'un des bons moyens de pouvoir sauver sa peau en cas de... Voilà, il y a un magnifique reportage qu'on va mettre sur la page Facebook de Résilient, où Jean-Sébastien intervient, qui a été fait à Saint-Pierre, mais je laisserai les auditeurs découvrir. C'est vraiment, au niveau des images, du contenu, etc., quelque chose d'extraordinaire. Alors on va essayer de joindre Georges quand même, parce que je vois qu'il assiste et il nous appelle, donc il nous écoute. Georges, je vois là sur l'écran que la radio est encore allumée, donc je ne peux pas vous mettre à l'antenne, je ne peux pas vous passer tant qu'il y a une modulation. Ça veut dire que votre radio est allumée à proximité du téléphone et voilà, ça a l'air d'aller un peu mieux. Est-ce que vous êtes là, Georges ? Allô ? Oui, je vous entends, Georges. Je demandais à ce que vous coupiez la radio complètement. Je dis que j'ai l'impression qu'il y a une épave au large du Vauclin.
Ah bon, comment vous savez ça, Georges? Parce que dans la mer, on a un point noir comme s'il s'agissait d'une cheminée de bateau. Oui, tout à fait. Ah, Oui, Et oui, tout à du fait. côté de Personnel. Cochon. Tout à fait. d'accord. On ne sait pas quel bateau c'est. Mais vous étiez au courant? Oui, oui, on est au d'accord. Alors, il y a- Alors, vous voyez ça. Oui, Georges, tout à fait, Moi, ouais. je le signale. Très bien, Merci, merci, c'est Jean. ce qu'il faut faire. Georges, vous êtes marin peut-être ou non? Comment? Je dis, vous êtes marin ou... Non, je ne suis d'accord. pas marin du tout, je suis un terrien invétéré. C'est rien. Merci Georges, merci en tout cas d'avoir intervenu. Bon week-end. Voilà. Donc voilà, oui, allez-y. Voilà, donc oui, cette cheminée qui dépasse, on ne sait pas trop ce que c'est, mais Ouais. certainement un bateau. Oui, je l'ai vu, du tout le monde l'a 19e, vu du côté du début Vauclin, 20e. effectivement, sur la caille du côté de Pinsonnel, à gauche de la pointe du Vauclin. Mais là, il y a d'autres choses. Il y a alors, Ouais. ce qu'on va trouver, les bateaux en bois, en fait, ce qu'on va retrouver ici dans les eaux tropicales, ça va être des objets métalliques, comme les canons, les ancres, des objets... Les plaques de cuivre. Des plaques de cuivre, etc. Ouais. Parce qu'en fait, le bois, un, par la houle, est détruit, et deux, il est mangé par des vers marins qu'on appelle les tarés, et qui mangent le bois. Donc si on retrouve du bois, ce sera sous le sable. Ouais. Voilà. Ou alors dans les concrétions calcaires. Ou dans des concrétions comme ça, calcaires. ce fut le cas pour la pièce que moi j'ai trouvée sur l'autre épave du Cap Macré, dont on ne connaît pas toujours Encore. pas le nom. Ouais. hein, On sait qu'elle est de 1870 parce qu'il y a voilà. un chronomètre de marine qui a été trouvé par d'autres plongeurs en 1800. Ce chronomètre de marine était noté de 1870, donc on l'appelle l'épave de 1870, mais on ne sait pas ce que c'est en fait. Tout à fait. C'est vraiment un bateau de charge, un Ouais. 3 mâts par exemple. Ouais. Alors bon, il Parce y a une question que je me pose parce que c'est passionnant. On sait qu'il y a des choses, voilà, au fond de la mer là, Ouais. qu'on peut C'est pas l'histoire remonter vivante. pour Ouais. différentes, voilà. Ouais. Et ce serait pourtant super intéressant Bien d'avoir un sûr, musée bien sûr. parce que ça fait partie du patrimoine martiniquais. Tout à fait, quoi, bien tout ce sûr. qui est- Alors c'est dans les tuyaux entre guillemets. Mhm. Bon là c'est pas notre association qui peut gérer ceci, mais faut savoir que monter un musée c'est compliqué puisque Oui, ça, oui, c'est l'État, il faut des conservateurs, il faut toute une logistique, il faut de l'argent. Oui, mais ça rapporte potentiellement. Potentiellement au niveau Potentiellement, touristique. ça Exactement. peut être un attrait très fort. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler que dans toute l'histoire des corsaires, flibustiers, pirates, est née, a eu ses heures de gloire dans la Caraïbe, chez nous. Alors, c'est Hollywood qui s'en est emparé et fait des millions de dollars avec notre histoire. Mais- Donc, il ne faut pas voir que l'aspect initial pour mettre en place les choses. Je pense qu'il y a toute une... Je dirais pas une économie, mais il y a quand même quelque chose à valoriser là et qui va s'autofinancer, je Mais pense. Vous savez, Max, tu as complètement raison. On a fait venir la Nao Trinidad, qui est la réplique du bateau de Magellan. C'était au mois de février, on a Ouais. réussi à faire venir ce bateau. Magnifique. Magnifique bateau, Ah oui. une magnifique reconstitution du bateau de Magellan qui a été le premier à l'initiation du Tour du Monde à la On en voile. a parlé, il y a eu les images. Voilà, il y a eu quelques images. Martinique, la première, oui. Et on a eu beaucoup de succès. Et vous savez, quand vous entendez les enfants dire « Ah, c'est le bateau pirate !» ou les touristes disent « Ah oui, alors les corsaires, les flibustiers, c'est ici !» Tout cet imaginaire, hop, il ressort. Parce que la Martinique, il y a son soleil, il y a ses plages, il y a sa cuisine, mais il y a tout cet imaginaire dans la tête des Européens, on va dire, de corsaires, d'histoires du flibustier, de batailles navales, etc. Et ça fait partie de notre identité, je pense, C'est martiniquaise. De C'est l'identité, clair, oui, c'est tout à clair, fait. mais Ouais. c'est clair. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de Noirs, d'anciens esclaves, qui étaient des pirates, Bien sûr. qui étaient sur le bateau. Il y a eu un melting pot extraordinaire. Il y a eu l'invention de nouvelles sociétés face à la royauté. Je pense à l'île de la Tortue au nord d'Hispaniola, là, qui était un repère où une nouvelle société s'est créée. Il y a eu beaucoup de choses qui sont jusqu'à présent peu connues ou mal connues du public martiniquais, antillais en général, qu'il faut valoriser. Et là, on était frères d'armes. On défendait soit notre bateau, soit on défendait ici le Fort Saint-Louis. Quand il y a eu l'attaque hollandaise, on était tous à défendre notre territoire. Donc c'est aussi une union entre nous. Il ne faut pas l'oublier, c'est très important en fait. Tout à fait. C'est extraordinaire. Extraordinaire ce qui Sans compter les Kalina, les premiers habitants des îles. Et en matière de navigation, en matière archéologique, cet aspect-là aussi tout aussi important, même s'il est plus difficile à appréhender. Voilà.
Maintenant, pour en revenir aux catastrophes, on a parlé de cyclones, d'ouragans pour le Cap Macré, l'épave de la Caravane et les autres qui arrivaient là aussi parfois. On ne sait pas comment l'autre épave a échoué là, mais il faut imaginer que la côte des îles n'est pas du tout éclairée à l'époque comme aujourd'hui. Par une nuit sans lune, ils ne savent pas à quelle distance des côtes et une mer calme, sont. Voilà. On ne voit pas le récif. Exactement. Voilà. Et au moment où ils entendent les brisants sur les coraux, il est trop tard. C'est des bateaux qui sont très peu manœuvrants. Surtout quand ils ont perdu leur mât, par exemple. Voilà. Mais même en temps normal, pour faire un demi-tour, s'éloigner de la côte, etc., il y a un effet en fait de réflexion de la houle. C'est l'officier Max Guéroux du Grand qui nous explique, qui a laissé un site très intéressant qui croise les archives sur les naufrages et les sites archéologiques retrouvés par les pêcheurs ou par les amateurs ou par les professionnels. Ils croisent les deux sources de renseignements sur leur site qui nous ont laissé, qui existent jusqu'à présent et dont on mettra le lien, qui est vraiment une D'ailleurs, juste une parenthèse. Il y a donc Jean-Sébastien Guibert, qui est l'archéologue officiel de la Martinique, a écrit Mémoire de mer et océan de papier, où justement il traite des naufrages et des risques et des faits maritimes, et ce qui a été fait aussi pour éviter ces drames maritimes. Il y a aussi Maxence Robbins, qui a pas longtemps, en 2022, a écrit sur l'histoire du risque du naufrage et la sécurisation maritime. Ouais. C'est très juste ce que disait Max. En fait, avant le milieu du 19e siècle, il y avait très peu de témoignages que la côte approchait. Il n'y avait pas de phare, pas de sémaphore. D'accord. Bon, ils allumaient des feux de temps en temps, mais après il y avait les flibustiers justement qui allumaient des feux pour attirer toute une histoire encore. Pour nous réinviter, Pascal. Mais ça réagit beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. J'ai plusieurs questions à vous poser avant la fin de l'émission. On va revenir sur Saint-Pierre par contre. Oui, juste pour terminer. Par exemple, c'est juste à partir de 1860 que le phare de la Caravelle est construit pour prévenir la côte des bateaux qui arrivent de l'Est, d'accord. Suite à un naufrage en 1830 du Loup ou Loup-Garou d'un navire qui s'appelle la Constance, qui a naufragé en 1830. Là, les autorités se sont dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, que les bateaux voient que la côte approche la nuit. Donc, ils ont construit le phare en 1860 de la Caravelle, par exemple. Et l'habitation du Buc, le château du Buc à côté, la baie du Trésor. Ça, donc on parlait des feux allumés. Par exemple, les flibustiers dans cette baie, soi-disant, allumaient des feux pour attirer la nuit les bateaux vers leur côté et les dépouiller. C'était les dépouiller. Voilà. Mais alors, pour revenir à Saint-Pierre, j'ai pas mal de questions. Alors, je ne sais pas si on a la réponse, mais j'ai Olson, par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a deux questions. Alors, la première est la suivante. Il y a une petite fille qui a été sauvée des coulées de lave dans la baie de Saint-Pierre, c'était en 1902, pendant l'éruption de la Pelée. Quel bateau avait récupéré cet enfant? Est-ce que vous auriez peut-être une indication là-dessus? Je sais qu'il y a le Suchet, qui était un bateau militaire français, qui est venu au secours. Le Pouillet-Quétier aussi, qui était dans le secteur, qui est venu récupérer des personnes. Mais je n'ai pas connaissance de cette petite fille qui a été sauvée. Non plus, mais bon, voilà, donc c'est fort possible. Si cette personne a des documents qui le rapportent, ou s'il a une histoire familiale, parce que ça se transmet aussi, il peut très bien nous contacter ou contacter Maxime. On se fera un plaisir d'essayer de faire 2-3 recherches sur cette tentative de... En tout cas, le en tourne, et je pense que Pascal, on aura peut-être besoin d'une seconde émission. Ne serait-ce que pour évoquer Saint-Pierre et l'éruption de la Pelée, parce qu'il y a effectivement énormément à dire. Les gens se pensaient en sécurité. On peut juger cette époque avec les connaissances d'aujourd'hui. Avec la science, la volcanologie ou la vulcanologie qui n'existait pas à l'époque. On dit toujours ici tout le couillon mot Saint-Pierre, mais bon voilà, on a souvent pointé du doigt la période électorale, la pression sur les gens pour rester sur place, pour ne pas faire évacuer, etc. Mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque, avec les connaissances de l'époque, pour bien comprendre le pourquoi de 28 à 30 000 morts en quelques minutes, qualifié de plus grande catastrophe naturelle du XXe siècle dans le monde.
Et la deuxième question de nos auditeurs me demande si notre invité, donc vous, qu'est-ce que je découvre en même temps, votre invité, a-t-il collaboré avec l'architecte Tania de Fabrique qui faisait des investigations de plongée sous-marine avec le bateau à fond de verre? Point d'interrogation. Non. Voilà, Olson, vous avez votre réponse. C'est pas lui. Non, c'est pas moi. Non, il s'est approché de plus près en bouteille. Nous, c'est en bouteille, en apnée. Alors, on fait une équipe avec Max qui est intéressante, parce que lui, c'est un merveilleux pêcheur en apnée. C'est un plongeur en apnée, j'allais le dire. Un cadre du coin. Donc, lui, il me surveille, comme moi, je suis en bouteille au fond. Voilà. Ah oui, c'est l'apnée qui surveille l'apnée qui surveille le. D'accord. Si je peux témoigner d'ailleurs de mon expérience en la matière, c'est vrai que c'est assez extraordinaire, comme disait Jean-Sébastien. Vous êtes là et à un moment donné, il y a une espèce de flash. Vous vous rendez compte que face à vous, vous avez une pièce historique qui est là sous sa gangue de calcaire, sous les algues. Vous reconnaissez la forme et dans ce petit canyon du Cap Macré où on est à 1 mètre de la surface et il y a un creux, on voit le sable, on voit ce bout de métal dépassé et je pensais même pas que c'était du métal. On voit ces ancres, on voit ces roues dentées, on se rend compte qu'on est face à l'histoire. On est traversé par l'histoire. Voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on voudrait transmettre cette émotion, on voudrait transmettre cette curiosité scientifique, historique. Tout le monde, quoi. Voilà, exactement. Voilà. Et alors, c'est magnifique ce qu'on dit, mais je voudrais juste faire un rappel à la loi. C'est très important. Donc, il y a la loi de 1989 qui indique que tout site qui a un potentiel archéologique historique trouvé sous la mer appartient à l'État. Si des personnes qui nous écoutent trouvent un jour un canon, une encre ou des poteries, ils ne doivent pas y toucher. Ils doivent faire une déclaration soit aux affaires maritimes, soit à la direction des affaires culturelles, soit ils peuvent nous contacter et nous on fera la démarche nécessaire auprès du DRASM. Mais on peut expliquer pourquoi en fait ils doivent pas y toucher. C'est important, c'est parce qu'en y touchant, on détruit d'une certaine manière la configuration du site, qui est importante pour l'archéologue. De savoir, même au fond de l'eau, brisé, etc. Chaque élément, chaque disposition, chaque configuration de pièce a son importance. En y touchant, on perd des informations importantes. C'est le fond qui peut permettre de remonter à la source, de dater également même l'objet. Même si malheureusement, d'équipes de plongeurs officiels, etc., il n'y en a pas. Alors il y a Jean-Sébastien qui s'occupe de ça quand ils ont l'occasion. On va revenir dans un instant, messieurs, parce qu'on va, après ce bon bol d'air, on va continuer à prendre l'air du côté de Sainte-Marie aujourd'hui, parce qu'il y a la foire agricole à Sainte-Marie. Il y a de belles choses qui se passent. Allez, ne bougez pas, on revient dans un instant. Martinique la première, c'est vous. Prenons l'air sur la première. Je voudrais saluer aussi de mon côté nos invités pour cette émission Prenons l'air, Maxime Glodon et Jean-Sébastien France de l'ARFPAM, cette association de recherche, de valorisation du patrimoine archéologique sous-marin de Martinique. Vous êtes nombreux aussi et je vous en remercie à réagir et on refera la semaine prochaine une émission et on fera une spéciale justement Saint-Pierre pour le mai de Saint-Pierre. Ouais. On aura encore pas mal de choses à dire. Allez faire un petit tour sur le Facebook également de Prenons l'air. J'ai mis, comme je le disais tout à l'heure, votre lien. De Résilience, sur la page Facebook de Résilience aussi, on mettra beaucoup de liens, de formations. Voilà, donc vous retrouverez comme ça l'ensemble des... On va réseauter. On va réseauter, voilà, comme on dit. Et puis à vous qui nous avez écoutés également. Bon week-end, il est 10h, c'est l'info.